Et c'est un voyage passionnant au pays des cartes et des planisphères que nous vous proposons dans ce grand angle. Bonsoir Jean-Baptiste Weber, vous êtes professeur d'histoire-géographie et écrivain et vous venez de sortir aux éditions Novice Tracer des frontières, 10 histoires de cartes au cœur des conflits contemporains, un livre coécrit avec David Perrier. En gros, dans ce livre, vous expliquez comment et pourquoi ces frontières alimentent parfois les tensions géopolitiques et les conflits. On apprend énormément de choses. Vous allez nous décrypter un petit peu tout ça aujourd'hui. On va déjà essayer de comprendre, puisque c'est une question que je me posais, comment naît une frontière? Comment est-ce que sont définies justement les limites d'un pays? Les frontières qui sont actuellement celles du monde, des pays qui sont identifiés à l'ONU, sont en fait, c'est un outil juridique, on peut l'appeler comme ça, qui a été défini en Europe il y a à peu près 5 siècles, à l'issue des conflits, des guerres de religion, hein, qui est une période historique qu'on connaît bien, et face aux situations inextricables, hein, dans lesquelles se trouvaient les pays, à un moment donné, au moment des négociations, les dirigeants ont essayé de trouver un outil qui permette de ramener la paix entre pays, hein, donc entre peuples. Donc à l'origine, la frontière a été créé comme un outil juridique destiné à ramener la paix entre les peuples. Et à cette époque-là, le but, c'était de définir pour chaque royaume une religion. Et avant cela, pas de frontières? Avant cela, bien entendu, il y avait des limites. Les frontières naturelles, oui, elles peuvent exister, mais c'est souvent une construction a posteriori qui est faite effectivement parce que c'est littéralement pratique, hein, d'utiliser un fleuve, une montagne. Mais en réalité, les frontières sont d'abord et avant tout des constructions humaines liées à des représentations culturelles, religieuses, et puis aussi, comme je dis, un outil juridique qui est vraiment une genèse européenne, politiquement est originaire d'Europe. Par contre, c'est étendu, hein, au reste du monde depuis donc le XVIe siècle, puisque l'Europe a colonisé le monde, puis ensuite l'a décolonisé. Mais les États décolonisés ont conservé cet outil. Mais les frontières existaient auparavant, sauf qu'auparavant, on parlait beaucoup plus de confins. Et ce que vous expliquez dans ce livre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces frontières, elles sont souvent au cœur des conflits contemporains, au cœur des tensions géopolitiques. Je voulais que l'on prenne plusieurs exemples. Alors déjà, un exemple qui n'est pas dans votre livre, peut-être dans le volume numéro 2, on verra plus tard, c'est ce qui se passe actuellement entre la Thaïlande et le Cambodge. Ces tensions à la frontière qui sont là depuis de nombreuses années, elles se sont ravivées, hein, ces derniers jours. Quelle est son origine, justement, de cette tension, de ce désaccord territorial entre la Thaïlande et le Cambodge? C'est un exemple intéressant. Hein. Très intéressant, et on n'a pas eu le temps d'en parler puisque c'était pas au cœur de l'actualité. Effectivement, on a essayé de se centrer sur des exemples d'actualité, mais des exemples d'actualité quasiment toutes les semaines surviennent, et donc cet exemple remonte. On peut faire remonter la situation actuelle à la colonisation, une époque où la France et donc possédait l'Indochine, et en fait le Cambodge, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le Cambodge. Et il s'est agi de tracer une limite entre les possessions coloniales françaises et ce qu'on appelait le royaume du Siam à l'époque, qui est aujourd'hui la Thaïlande. Donc effectivement, il y a eu un traçage qui a été source de négociations compliquées, et notamment on ne s'est pas bien entendu sur le partage qui est aujourd'hui l'objet des tensions, qui est un temple très magnifique, lieu touristique important, et qui est un haut lieu de la religion khmer et de la civilisation khmer, ce qui explique que toujours aujourd'hui le Cambodge y soit très attaché. Cependant, quand on regarde la géographie, vous parliez de frontières naturelles sur place, c'est vrai que il semble beaucoup plus inclus dans le pays de Thaïlande. Voilà. Bon, mais en fait, on peut remonter à un problème de tracé auparavant entre le royaume du Siam et les Khmers, la civilisation khmer. Ça, c'était pour l'illustration de l'actualité récente. Dans votre premier chapitre, dans votre livre, il y a un chapitre passionnant sur les frontières en Afrique. Vous dites que souvent, les frontières des pays sont des frontières politiques en Afrique et non naturelles. Vous rappelez également que 70% des frontières africaines ont été créées en l'espace de 25 ans seulement, entre 1885 et 1911.
Oui, tout à fait. L'Afrique, c'est parmi les régions du monde celle où l'outil politique européen de la frontière a été le plus utilisé de façon systématique, hein. Ce sont les Européens qui ont partagé l'Afrique telle qu'on la connaît. Il y a quelques pays, bon, par exemple comme l'Éthiopie, hein, qui n'a jamais été partagée, mais sinon la plupart des pays africains ont été résultent, hein, de ce partage. Vous parliez de 1885, notamment la fameuse conférence de Berlin, où les grands États européens, les grandes puissances européennes se sont vraiment partagé l'Afrique comme un gâteau géopolitique. Depuis, elles ont énormément bougé, ces frontières. Elles n'ont pas beaucoup bougé parce que, au moment des décolonisations, les États indépendants ont repris les héritages politico-juridiques qui avaient été laissés par les indépendants. C'est aussi parce que ce sont beaucoup les élites de ces pays-là qui déjà existaient au moment de la colonisation, qui ont repris les rênes du pouvoir, hein. Et souvent, c'était aussi des élites qui étaient allées faire leurs études tout simplement dans ce qu'on appelait à l'époque les métropoles. Je voulais qu'on prenne un exemple que vous développez dans votre livre. C'est l'exemple du Cabinda angolais. C'est une exclave à proximité de l'embouchure du fleuve Congo. Tout d'abord, en un mot, une exclave, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une partie de territoire qui est totalement en dehors d'un pays. Pourquoi vous êtes intéressé à cette région dont la forme rappelle à un boomerang? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, en fait, cette région du Cabinda? C'est une région qui est déjà loin de sa métropole, enfin de l'État angolais lui-même, donc ça pose toujours des problèmes de gouvernance. L'État angolais est d'ailleurs un État très centralisé. Et il y a vraiment un problème de gouvernance de cette enclave parce que les ressources qui existent au Cabinda, qui sont très importantes, en fait, sont centralisées plutôt vers Luanda et vers le centre de l'Angola et profitent très peu à cette exclave du Cabinda, qui est un véritable joyau pour l'Angola actuel. Et donc, la question de la gouvernance actuelle, c'est de dire que il faudrait un État qui arrive à prendre en compte, hein, ce caractère d'exclave et non pas d'esclave, excusez-moi du lapsus, mais c'est quelque chose de compliqué parce que l'histoire politique aussi de l'Angola est celle d'un État qui s'est construit de façon très centralisée, même autoritaire. Jean-Baptiste Weber, autre exemple dans votre livre, c'est l'exemple du Maroc qui est intéressante, cette histoire du Maroc, puisque vous dites que c'est l'un des plus anciens États du continent africain et que ses frontières sont récentes, mais que leurs origines sont assez floues. Le Maroc, c'est vraiment l'exemple de la collision entre les frontières à l'ancienne, les confins comme on le faisait au Moyen-Âge ou même avant ça, et les frontières à l'européenne qui sont fixes, très linéaires. Les colonisateurs, qui étaient en l'occurrence français, il y avait aussi des Espagnols, au moment de la colonisation de l'Afrique du Nord, ont partagé ces régions en frontières linéaires à l'européenne. Alors en plus, le Maroc et l'Algérie étaient dans le même ensemble franco-français, mais ça a été séparé administrativement. Mais en fait, quand on examine les réalités précédentes, médiévales, disons, des royaumes marocains. Le royaume marocain était un royaume très étendu, mais qui n'avait pas des frontières fixes, qui avait des confins dans des zones sahariennes très peu appropriées par les populations, qui ne pouvaient pas d'ailleurs les contrôler. C'est pour ça que c'était des zones de confins, et qui d'autre part fonctionnaient de façon féodale. C'est-à-dire que beaucoup par exemple, le peuple sahraoui, hein, ce sont des clans, ils avaient un rapport de vassalité, si l'on peut dire, hein, pour prendre un mot qu'on connaît, à l'égard du pouvoir marocain. Donc en fait, il y a un problème d'appliquer les frontières rigides telles qu'on les conçoit aujourd'hui à des réalités réelles, mais qui étaient historiquement différentes. Pour revenir à la thématique de votre livre, vous dites que les cartes sont au cœur des conflits contemporains. Vous consacrez également un chapitre à Israël et Palestine. Et vous avez cette phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué. Vous dites « Les frontières sont plus que jamais des lignes de front ». C'est ce que vous dites dans ce chapitre-là. Alors, parce que finalement, le conflit qui se déroule en Israël-Palestine, c'est c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'on a voulu faire à l'origine en créant l'outil juridique des frontières. C'est-à-dire que vous avez deux communautés, des religions aussi, qui sont affrontées depuis la fin du 19e siècle, hein, et qui ont vraiment, plus les décennies passent, moins ils arrivent à s'entendre. Et par ailleurs, une communauté internationale, à l'origine communauté des puissances devenue communauté internationale, qui essaye d'imposer des frontières, mais à des peuples qui ne veulent pas s'entendre. Pas tous, il y a parmi eux des modérés qui cherchent à s'entendre, mais on peut dire que c'est une zone de front plus que de frontières, parce que
elles sont mouvantes en permanence. Pourquoi la frontière, elle est autant au cœur des guerres depuis des décennies entre les hommes? C'est une envie d'expansion, c'est une envie d'aller sur un autre territoire. Pourquoi est-ce que la frontière est tant source de conflits? À l'origine, les empires étaient créés parce que il y avait une idéologie à un moment donné qui apparaissait et l'empire disait voilà, ma loi est la meilleure, je vais l'étendre au reste du monde. Donc ça, il y a déjà c'est la suprématie. Voilà, la suprématie, c'est l'idée qu'on est le meilleur, mais quelque chose presque de vertu aussi, hein, et on veut s'imposer aux autres. Il y a ça bien sûr. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est lié à des nationalismes. C'est l'idée que vous avez des communautés nationales qui sont pas réunies à la métropole, donc on veut les réunir à la métropole. Vous avez des questions de ressources naturelles très importantes dans la compétition économique actuelle, qui est peut-être la première source de puissance. Vous avez aussi des aspirations tout simplement à la liberté de certains peuples. La liberté de certains peuples repose sur avoir un territoire qui soit significatif. Vous parliez du Cabinda. Le Cabinda, aimerait bien avoir son indépendance, mais il est beaucoup trop petit pour réussir à résister à sa grosse métropole qui est l'Angola. Donc, beaucoup de sources de conflits. Pour conclure, Jean-Baptiste Weber, je voulais juste qu'on aborde en 30 secondes un autre fait pour voir ces frontières qui des fois passent d'un pays à l'autre. Entre la Suisse, l'Italie et la France, il y a eu des tracés. On a quelques secondes pour en parler. Là, vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui s'est passé? C'est lié au changement climatique. Hein. Les lignes de crête se modifient à cause de la fonte des glaciers. C'est lié aussi à l'aménagement des territoires. Et il y a eu des échanges entre les pays qui se sont faits de façon pacifique grâce à des conventions. Alors, c'est des tout petits territoires, donc c'était à discrétion des gouvernements. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ça s'est fait pacifiquement et que ça prouve que pour des raisons pratiques et d'intelligence, on peut aussi revoir les frontières de façon pacifique. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Weber, d'avoir été notre invité dans ce 64 minutes. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tracer des frontières, 10 histoires de cartes au cœur des conflits contemporains, c'est votre livre. Merci beaucoup.